Je pense que tout le monde est à peu près arrivé. Alors, aujourd'hui, je vous avais dit de ne pas préparer le cours, ou tout au moins peut-être juste de le lire, en tout cas de ne pas faire le TD, puisque je voulais vraiment insister sur un certain nombre de points sur ce cours qui me paraît un des plus importants en droit avec celui que nous ferons sur le contrat de travail. Donc, voilà pourquoi je ne voulais pas que vous fassiez le télé avant même vous avoir moi-même parlé des points les plus importants de ce cours. Alors, donc ce cours est relatif aux notions de contrat. Euh, dans, alors, c'est plus, bonjour. C'était lequel que vous n'avez pas d'autre en plus? C'était lequel, car je n'ai pas d'autre en plus. Pas la question, Isabelle. Lequel cours, je suppose? Bonjour, me concernant, je n'ai pas d'autre cours que celui de la responsabilité. Je ne sais pas si c'est moi, mais je n'ai pas de cours en plus de Lyon. Pas de cours non plus. Alors, je vais vérifier. Mais de toute façon, c'était pas très important, puisque je vous avais demandé de pas le cours après l'organisation judiciaire. C'était le cours, normalement, sur le contrat. Alors, je vais vérifier. Peut-être que j'ai peut-être oublié de vous le libérer. Je vais vérifier ça tout de suite. Alors, tac, tac, tac. Il est libéré, donc vous devriez normalement y avoir tous accès. Ça s'appelle le contrat. Confirmez-moi, mais normalement vous devez avoir tous accès à ce cours. Pour moi, le cours est libéré. C'est bien ce que je pensais pour les premières et les deuxièmes années. Donc a priori, pas de souci. Je ne l'ai pas. Je suis désolé. Ici, il est à la suite d'organisme non plus. Alors, normalement, il fait partie du groupe qui s'appelle le cadre de l'activité, le cadre juridique de l'activité. Vous avez la responsabilité civile en premier. Il y a un cours que je n'ai pas encore libéré que nous ferons après. Et ensuite vient le cours sur le contrat. Pour moi, il est bon. Voilà, ce que je vais faire, c'est ça. Hop, accepter, présenter. Donc, en plus, il n'y a pas accès. Et c'est le 3. Partager l'écran. Hop. Bon, a priori, vous l'avez retrouvé. Alors, je ne sais pas si c'est. Moi, je ne l'ai pas. Écoutez, je suis vraiment désolé, mais je vais faire ça, partager, si c'est bon, je crois. Ok. Voilà. Alors, vous voyez, c'est ce cours ici, et pour moi, il est libéré pour les 2 années. Vous voyez, moi, je décoche ces petits cadenas, et donc il est libéré. Donc, obligatoirement, vous devez l'avoir. Alors, je ne sais pas comment est organisé votre net campus. Il faut aller dans les cours, cliquer sur les. À gauche, et vous l'avez. Cliquez sur il y a le contrat. Il y a le contrat de travail. Alors, c'est pas le contrat de travail, c'est le contrat. D'accord. Bon, voilà. Vous chercherez a priori. Je ne sais pas trop comment est organisé votre net campus, mais moi, dans tous les cas, je vous l'indique ici. Vous voyez, c'est dans le groupe qui s'appelle le cadre juridique de l'activité. Il y a le premier cours qui s'appelle la responsabilité civile que l'on a
fait ensemble. Et bien ensuite, les structures juridiques que d'ailleurs je vais refermer maintenant parce qu'il n'y a pas maintenant. Par contre, vous avez voilà, juste en dessous le contrat. Alors peut-être je vais refermer un certain nombre de cours qui ne sont pas forcément. Je ne sais pas pourquoi ils ont été libérés. Hop, la protection du matériel. Bon, je refermerai les cours dont vous n'avez pas besoin, peut-être ce sera un petit peu plus clair pour vous, dans tous les cas. Nous allons donc aborder ce cours. Si vous l'avez, vous pouvez l'ouvrir. De toute façon, je vais suivre le plan. Sur cette première partie, je vais suivre le plan qui est fait dans le cours, peut-être en l'abordant légèrement. On verra avec l'administration si nécessaire. Oui, oui, oui. Vous voyez, mais a priori, certainement. Donc, porte-t-il une autre. Je comprends pas ce que vous me dites. Porte-t-il un autre intitulé? Non, il s'appelle Le Contrat. Je viens de vous le montrer. Ouais, non, il s'appelle Le Contrat. Pour moi, il est libéré. Donc, vous voyez, peut-être avec votre campus manager pour régler ce problème-là, mais pour moi, il est libéré. Dans tous les cas, il faut ouvrir le cours organisation et ensuite à gauche, il y est. Non, ce n'est pas le contrat de travail, c'est le contrat, tout court. Allez, j'y vais. Dans tous les cas, je vais suivre le cours, hein, au moins sur cette première partie. Pour Paris, je pense qu'il n'y a rien, je pense, bon, bah, vous verrez bien. Je vais suivre au moins cette première partie. Les mêmes. Le même, ben, c'est compliqué aujourd'hui entre ceux qui arrivent très en retard et vous qui ne trouvez pas vos cours. Ok, allez, cette fois-ci, on y va. C'est parti. Donc, comme je vous disais, je vais suivre l'organisation du cours, hein, d'accord? Et vous allez voir qu'il y a, quand on parle de contrat, il y a deux périodes qu'il va falloir distinguer et savoir distinguer. D'accord. Il y a une période qui est avant le contrat, avant la conclusion du contrat, et une période qui est à partir de la conclusion du contrat. Alors, dans ce cours, il faut vous enlever de la tête les problèmes probatoires, c'est-à-dire les problèmes de preuve. Ça ne nous intéresse pas dans ce cours. D'accord. Alors, bien sûr, dans la vie de tous les jours, la notion de preuve est importante, mais la, la notion de contrat est abordée dans ce cours sans faire référence au problème de preuve. Donc, ce qui veut dire que vous savez, je pense que vous l'avez déjà dit, qu'un contrat n'est pas forcément un acte écrit. Il existe des obligations pour certains contrats d'avoir un acte écrit. Je pense par exemple à l'acquisition, à un contrat de vente immobilière, à l'acquisition d'un bien immobilier. La loi oblige que le contrat soit constaté par un acte authentique, par un acte rédigé par un notaire, qui est l'acte de vente de la maison. D'accord. Dans d'autres situations, par exemple en matière de droit du travail, le CDD est obligatoirement un contrat écrit. Pour tous les autres contrats, mis à part ceux pour qui la loi a prévu explicitement une obligation d'écrit, pour les autres, la nécessité d'un écrit n'est pas là. D'accord. Donc, par rapport à ces problèmes de preuve, vous les éliminez de votre esprit, même si effectivement dans la vie de tous les jours, on peut y faire référence, mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de pouvoir et de savoir qualifier une situation contractuelle et qualifier une situation pré-contractuelle, c'est-à-dire le moment qui se trouve avant la conclusion du contrat. Donc, qu'est-ce qui détermine la conclusion d'un contrat? On va faire référence à la définition, tout simplement. Un contrat, c'est un accord de volonté qui fait naître des obligations entre les parties. Je répète et j'explique. Un contrat, c'est un accord de volonté qui fait naître des obligations entre les parties.
Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'obligatoirement, à partir du moment où il y a une volonté commune de deux parties, d'accord, d'être liées par le contrat, de cette volonté commune va naître des obligations. Je vais prendre un exemple. À partir du moment où vous concluez un contrat de vente, l'un est d'accord pour vendre un bien et l'autre est d'accord pour lui en payer le prix. D'accord? Donc il faut déterminer dans la situation dans laquelle on va vous mettre si effectivement les deux parties sont d'accord et quelles sont les obligations qui vont naître de cet accord. À partir du moment où on a caractérisé l'accord des deux parties et caractériser les obligations qui naissent de cet accord, on va pouvoir dire qu'on est dans une situation contractuelle, que le contrat est né, que le contrat a été conclu. D'accord. Mais avant la conclusion du contrat, il y a toute une période qu'il faut traiter et qu'il faut connaître, qui s'appelle la période précontractuelle. Cette période précontractuelle, on peut la résumer en 5 parties. Il y a 5 choses à savoir dans la période précontractuelle. Il y a une première partie qui est consacrée aux négociations. Quand deux parties sont en train de négocier, le contrat n'est pas encore conclu. On dit que c'est la période des pourparlers, des négociations. On verra le régime, c'est-à-dire les implications juridiques de cette période, des pourparlers, de la négociation. On verra évidemment, quand il y a un problème lors de cette période, ce que cela engendre. Deuxième chose que l'on peut retrouver dans la période précontractuelle, c'est quand une partie fait une offre à une autre partie. Qu'est-ce qui se passe? Et notamment, qu'est-ce qui se passe quand l'offre est rétractée? C'est-à-dire que moi, je vous fais une offre et puis finalement, je dis, bah non, finalement, je ne veux plus. Et alors que vous auriez éventuellement accepté. Qu'est-ce qui se passe? Troisième chose qui peut être fortement liée avec la quatrième, c'est la promesse unilatérale. Donc la promesse unilatérale, c'est quoi? C'est une promesse qui est émise par une seule des parties. Donc la promesse, bien sûr, de conclure un contrat, alors que l'autre partie n'a pas encore accepté cette promesse. Le bénéficiaire de cette promesse n'a pas encore accepté. Toujours dans le cadre des promesses, il existe un autre type de promesse qui s'approche très très près. On flirte avec le contrat, on dirait presque qu'on est presque pratiquement dedans. C'est la promesse synalagmatique. Alors ça s'écrit S-Y-N-A-2-L-A-G-A-M-A-T-I-Q-E. Regardez dans votre cours, je répète, synalagmatique. Cela veut dire que les deux parties se font des promesses mutuelles. Moi, je te promets de te vendre et toi, tu me promets d'acheter. C'est traditionnellement ce qu'on retrouve en droit immobilier, notamment dans ce qu'on appelle le compromis de vente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez acheter un appartement, vous allez d'abord passer par une première étape qui est le compromis de vente. C'est une promesse synalagmatique que les deux parties vont signer, l'une s'engageant à vendre son appartement, par exemple, et l'autre s'engageant à acheter l'appartement. On signe cet avant-contrat, on va dire, parce que le vrai contrat ou le contrat obligatoire sera signé devant le notaire et que il faut prendre rendez-vous, il faut que chaque partie réalise un certain nombre d'obligations, c'est-à-dire des diagnostics pour le vendeur et l'obtention du prix à payer via un prêt pour l'acheteur. Donc on se laisse un petit peu de temps, mais on s'est engagé à acheter. On verra ce qu'implique le fait d'avoir signé une promesse synalagmatique. Voilà les 4 partie pré-contractuelle, une dernière partie qui s'appelle le pacte de préférence. On en fera la définition et on en verra aussi son régime. Voilà pour la partie pré-contractuelle. Et pour la partie contractuelle, à partir du moment où le contrat est conclu, on verra aujourd'hui les problèmes de validité du contrat. À partir de quel moment un contrat est valable? Et si il y a un défaut dans la validité du contrat, qu'est-ce qu'il advient de ce contrat?
Voilà en résumé ce que l'on va faire aujourd'hui, ce sur quoi on va travailler aujourd'hui. Et notre prochaine séance, on verra l'exécution du contrat jusqu'à la fin du contrat. Alors, normalement, en 2 séances, on aura couvert l'ensemble des problématiques liées au contrat et on pourra s'attaquer de façon très aguerrie au TD. Alors, je reviens sur ma période précontractuelle et notamment la partie des négociations. Alors, vous pouvez vous mettre peut-être le point le plus important. Quand on parle de négociation, on fera la même chose avec les 4 autres parties, voir quels sont les points les plus importants. D'accord ? Ce qu'il faut absolument retenir si on est face à une situation où 2 parties sont en train de négocier simplement un contrat. Le point qui est le plus problématique dans la période de négociation, c'est quand l'une des 2 parties décide de rompre les négociations, d'arrêter, et éventuellement d'aller même signer avec quelqu'un d'autre. Alors vous pouvez noter en grand, en rouge, en gras, en tout ce que vous voulez, par principe, et j'insiste bien sur le mot par principe, la rupture des négociations est libre. La rupture des négociations est libre. Pourquoi ? Parce que la base du contrat, c'est la volonté. Si je n'ai pas, et j'ai le droit, d'accord, et j'ai le droit de conclure avec qui je veux. Okay. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une réelle liberté contractuelle de pouvoir conclure ou ne pas conclure avec une personne. Par conséquent, cette liberté me permet aussi de pouvoir, comme je le désire, enfin pas comme je le désire, mais de pouvoir, on va rester comme ça, de pouvoir rompre les négociations et éventuellement aller signer un contrat avec une autre personne. Donc, pour les négociations, on se dit, par principe, la rupture des négociations est libre. S'il y a un principe, obligatoirement, c'est qu'il y a une exception. L'exception, c'est la rupture abusive, la rupture brutale des négociations. La rupture qui s'est faite alors que vous étiez en train de dire à la personne avec qui vous étiez en train de négocier que vous allez peut-être conclure avec elle. C'est cette obligation de loyauté aussi qui accompagne la vie du contrat, mais qui accompagne aussi la période précontractuelle. D'accord ? Ok, les affaires sont dures, on peut tout à fait négocier, on peut demander des remises, on peut, mais à un moment donné, il faut que ça soit loyal. D'accord ? Alors, pour vous illustrer ça, je vais vous donner une situation tout simplement et pour vous dire, voilà, là c'est un cas de rupture brutale, abusive, qui peut entraîner une sanction. Et là, ce n'est pas un cas de rupture brutale ou abusive qui n'entraînera pas de sanction. Imaginons que vous êtes diététicien attaché à un centre de thalassothérapie. Le directeur du centre de thalassothérapie vous demande de trouver pour l'année à venir un fournisseur pour les livraisons, pour la fourniture des fruits et légumes au restaurant du centre de thalassothérapie. Vous contactez plusieurs fournisseurs de la région et vous leur demandez quels sont les tarifs qu'il vous faudrait, quelles sont les conditions avantageuses qu'il vous faudrait. Chacun vous répond et une négociation s'entame. Finalement, vous restez en contact avec 2 de ces fournisseurs parce qu'ils sont intéressants pour vous et vous leur dites, évidemment, on va faire de grosses commandes chez vous, alors quelle réduction vous comptez nous consentir, quels sont les délais de paiement que vous allez nous accorder, etc. etc. Vous êtes en pleine négociation. Vous insistez pour avoir, par exemple, les certificats d'origine des produits qui vous seront livrés. Donc, vous leur demandez aussi de faire du boulot déjà, alors que rien n'est conclu. Hein, d'accord ? Vous leur demandez un certain nombre d'habilitations, est-ce qu'ils font du bio, etc., de pouvoir vous donner un certificat. Donc, eux, ils bossent. Eux, ils bossent pour vous. D'accord ? Et puis, du jour au lendemain, alors qu'avec un des 2 fournisseurs, vous étiez plutôt bien engagé, du jour au lendemain, vous le laissez tomber. Vous ne l'informez même pas. Et vous concluez avec l'autre, parce qu'il vous a fait un prix super intéressant. Voilà. Sans même prévenir le premier. Là, on est dans un cas de rupture abusive et de rupture brutale de la période de négociation. Alors que si vous aviez dit à ce fournisseur que vous allez évincer, bah, écoutez monsieur, merci d'avoir répondu
mais finalement, ce n'est pas vous que l'on va choisir. Vous n'êtes pas obligé de lui indiquer qui vous allez choisir, hein, parce que vous êtes un petit peu plus cher que votre concurrent, etc., et qu'on préfère travailler avec quelqu'un de la région, enfin voilà, vous argumentez. Là, la personne ne pourra pas engager votre responsabilité pour rupture abusive. Donc, par principe, la rupture est libre. Attention, en cas de rupture abusive, maintenant, quelle est la sanction si la rupture abusive est caractérisée? La sanction, ça sera l'engagement de la responsabilité civile délictuelle pour faute, d'accord, qui entraînera des dommages et intérêts. Alors, vous savez que c'est en lien avec le chapitre sur la responsabilité civile que l'on a fait, c'est-à-dire que il va falloir que le fournisseur qui se sent lésé prouve que la rupture a été abusive. D'accord. Il va falloir qu'il démontre qu'il a subi un préjudice et il va falloir démontrer le lien de causalité entre le préjudice et la faute. D'accord. Donc, à partir de là, on revient sur le système de la responsabilité civile délictuelle. Pourquoi pas contractuelle? Parce que le contrat n'est pas encore formé. Il n'y a aucun contrat de formé, c'est juste des négociations. Donc voilà le régime et la sanction qui seront encourus en cas de rupture abusive de la période des négociations. Voilà ce qu'il faut retenir. Par principe, c'est libre. Attention, en cas de rupture abusive, la responsabilité civile délictuelle peut être recherchée en cas de rupture abusive. Maintenant, concernant le deuxième point que j'avais abordé tout à l'heure, c'est l'offre. Donc, l'offre, c'est facile à déterminer. Hein. C'est quelqu'un qui vous propose d'acheter quelque chose. Il aimerait bien conclure un contrat avec vous. Donc, il vous propose, alors je ne sais pas, l'offre, on peut très bien imaginer que vous avez consulté un fournisseur et qu'il vous a remis un devis concernant des produits que vous alliez acheter. Voilà, ça, il vous fait donc une offre de prix par rapport à un produit que vous entendez acheter. Jusqu'à là, il n'y a pas trop de soucis. Si vous acceptez son offre, le contrat est formé, boum, roulez jeunesse. Pas de soucis. La problématique de l'offre, c'est quand le pollicitant, c'est celui qui fait l'offre. C'est l'offrant, mais l'offrant, ça ne se dit pas trop en droit, d'accord. On l'appelle le pollicitant. C'est quand le pollicitant, d'accord, se rétracte alors que vous aviez l'intention d'accepter son offre. Et que bien sûr, vous avez reçu cette offre. Alors, peut-il se rétracter? Et s'il se rétracte, que se passe-t-il? Donc, on a déterminé ce que c'était qu'une offre. Maintenant, quelle est la problématique de l'offre? C'est la rétractation abusive, la rétractation du promettant, pas du promettant, ce n'est pas une promesse, du pollicitant, de celui qui a fait l'offre. Dans ces cas-là, le contrat ne peut pas être formé, puisqu'il lui ne le souhaite pas. Le contrat ne peut pas être formé. Ce qui, en cas de rétractation du pollicitant, tout ce qu'il peut y avoir, encore une fois, c'est l'engagement de sa responsabilité civile délictuelle. Donc celui qui avait l'intention d'accepter l'offre et qui se retrouve comme un roquefort parce que finalement le mec qui lui a fait une offre lui dit bah non, mon offre je ne vous la fais plus, je ne veux plus. Donc celui qui a été lésé, un petit peu comme au même titre que la rupture abusive des négociations, va pouvoir demander la réparation de son préjudice en termes de dommages et intérêts. Et encore une fois ici, c'est la responsabilité délictuelle qui sera en jeu, et surtout pas contractuelle. Passons maintenant au régime de la promesse. Et vous allez voir que moi, je verrais bien un petit cas pratique où on vous met deux situations. Une situation où on est dans le cadre d'une offre et une situation où on est dans le cadre d'une promesse unilatérale. Vous allez voir que le régime, les incidences ne sont pas du tout les mêmes. Ils sont même inverses. Alors, qu'est-ce qui se passe quand moi, je vous ai fait une promesse? Une promesse, ça veut dire que moi, je l'ai déjà. Moi, je suis OK pour le contrat. D'accord? Moi, si on voulait, moi, vous avez déjà mon accord pour le contrat. Il ne manque plus que le vôtre. Imaginons que dans l'intervalle où vous êtes en train de réfléchir, parce que je vous ai accordé un délai de réflexion, par exemple, je veux me rétracter. Que se passe-t-il?
Dans ces cas-là, vous avez le droit de m'obliger à conclure le contrat. Vous avez le droit de me dire respecte la promesse que tu m'as faite de vouloir conclure le contrat. Moi, c'est OK. Donc, je veux que tu fasses le contrat. Je veux que tu conclues le contrat. Au pire, j'irai devant un juge et le juge me donnera raison. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que contrairement à l'offre, quand celui qui a fait l'offre se rétracte, ne peut pas impliquer la conclusion du contrat, celui qui a fait une promesse, lui, il est bloqué. Il est bloqué dans le contrat. Si l'autre accepte, le contrat est obligatoirement formé. Et il sera obligé d'exécuter le contrat. Alors, on le voit surtout en matière, les litiges sont surtout nés en matière de droit du travail. Quand une promesse de contrat de travail a été émise par un employeur et qu'ensuite cet employeur se rétracte, pour X raisons. D'accord? Et que l'employé, lui, enfin le futur employé, accepte la promesse. Il dit, bah, moi, finalement, je suis OK pour le boulot que vous me proposez. Alors, exemple, hein, que vous pourriez retrouver en situation de cas pratique. Vous êtes chargé, mais pour une promesse de contrat, il faut des preuves. Je vous ai dit au départ, pas de preuves. Aujourd'hui, on ne parle pas de preuves. D'accord? Et des preuves, évidemment qu'il en faut. Aujourd'hui, si je vous fais une promesse dans la rue, évidemment que ça va être un peu compliqué. Malgré tout, juridiquement, a priori, je serai lié. Vous pouvez avoir des témoins, vous pouvez avoir des échanges de mails, des échanges de SMS, etc., qui peuvent vous servir de preuve. Ou encore mieux, vous pouvez avoir un accord écrit, un papier, un document écrit, qui est là la preuve parfaite. Alors, concernant, par exemple, une situation où vous seriez en face d'une promesse, on peut très bien vous dire, bah voilà, vous êtes diététicienne dans un centre Trucmuche et vous êtes chargé de recruter une nouvelle diététicienne pour un poste qui vient de se créer. Vous êtes la diététicienne chef de l'équipe et vous recrutez une nouvelle. Suite aux entretiens que vous avez passés, vous décidez finalement de porter votre choix sur une candidate. Rédigez un mail pour lui dire que sa candidature a été retenue. Vous rédigez votre mail. Madame, suite aux entretiens, nous avons retenu votre candidature pour le poste de diététicienne à tel salaire, pour tel horaire, vous commencerez à telle date. J'attends votre accord pour ce poste. Là, vous venez de faire une promesse. Et on pourrait très bien vous dire derrière, ah bah finalement, votre chef ou votre pitch-chef, finalement, il vous dit que on emploiera pas, on emploiera, enfin, le poste n'est plus à pourvoir. Est-ce que vous pouvez vous rétracter? Eh bien non, vous ne pouvez pas vous rétracter. À partir du moment où vous avez envoyé un mail, vous lui avez fait une promesse d'embauche. Ce n'est pas une offre, c'est une promesse d'embauche. À partir de là, vous êtes déjà lié. Si elle accepte, vous serez obligé de l'embaucher. Donc, c'est vraiment la différence avec l'offre et la promesse. L'offre, si vous vous rétractez, au pire, vous risquez des dommages et intérêts, alors que la promesse, si vous vous rétractez, l'autre peut vous forcer à exécuter le contrat. Alors, je vais passer assez rapidement sur la promesse synélagmatique, parce qu'il n'y a pas beaucoup de litiges dans ce cadre-là. Les deux sont d'accord. Les deux sont engagés, personne ne peut partir. Voilà. Sauf si dans le contrat, on a prévu des conditions d'annulation de la promesse, par exemple la non-obtention d'un prêt pour l'acheteur, le contrat, il est déjà... On ne peut pas en sortir. On attend tout simplement de passer devant le notaire pour signer l'acte notarié. Donc il y a très peu de litiges en matière de promesses synélagmatiques, parce que quand vous signez, vous savez que vous signez déjà pratiquement le contrat. C'est simplement qu'on doit le faire l'officiel devant le notaire. Donc, je dirais que sur ce point-là, il n'y a pas grand-chose à retenir. Elle engage la promesse synélagmatique. Il faut peut-être savoir la définir, savoir ce que c'est. C'est une promesse qui engage les deux parties. D'accord? Et on dit même, et de toute façon, c'est pas on le dit, le Code civil dit que la promesse de vente
la promesse synellagmatique de vente, vos ventes. C'est comme si c'était des vendus. Voilà. Alors, passons maintenant au dernier point qui est le pacte de préférence. Alors, je vais vous expliquer exactement ce qu'est un pacte de préférence et je vous en donnerai des exemples et puis on verra les litiges qui peuvent être liés au pacte de préférence. Parce que finalement, aujourd'hui, alors, mais pour une promesse de contrat, hop, ça j'ai déjà répondu. Donc, voyons ce qu'est le pacte de préférence. Le pacte de préférence, c'est l'engagement d'une personne à proposer à une autre personne, qu'on appelle le bénéficiaire, à proposer en premier le bien s'il devait vendre ce bien. Ce n'est pas à lui conclure obligatoirement avec lui, mais au moins à lui proposer. Je prends un exemple, puisque c'est, encore une fois, ici beaucoup en matière immobilière, mais aussi beaucoup en matière de part sociale de société, de droits sociaux des sociétés, que ça se retrouve. Prenons un exemple, je suis encore une fois un diététicien ou une diététicienne, et j'ai mon cabinet euh, qui est dans une maison qui jouxte une autre maison. D'accord. J'ai mon cabinet ici et il y a une autre maison juste à côté qui est collée à mon cabinet. Donc moi je bosse, etc. Mon activité tourne bien et puis j'aimerais bien m'agrandir. Bon, j'ai plusieurs solutions. D'accord. Alors je me dis que mon projet d'agrandissement, ce serait bien que je le réalise dans les 5 prochaines années. Et je sais qu'à côté, par exemple, la dame, peut-être un jour, elle va déménager. Et peut-être un jour, elle va vendre son bien. Ben, je vais aller voir cette dame, ou je vais aller voir ce monsieur, et je vais lui dire, voilà, monsieur, est-ce que vous voulez bien signer un pacte de préférence? Ça veut dire quoi, le pacte de préférence? Ça veut dire que si un jour, vous vendez votre bien, vous me le proposerez en premier. Je ne serai pas obligé d'accepter, vous ne serez pas obligé non plus on peut ne pas être d'accord sur le prix, mais dans tous les cas, vous êtes obligé de me le proposer en premier. Si jamais je refuse, eh ben, vous pourrez le vendre à quelqu'un d'autre. Si par exemple on n'est pas d'accord sur le prix, ben, vous pouvez le vendre à quelqu'un d'autre. Donc voilà ce qu'est un pacte de préférence. C'est finalement l'engagement de proposer à quelqu'un en premier le bien quand je vais décider de le vendre. Maintenant, quels sont les litiges qui peuvent naître de ce pacte de préférence? Les litiges sont si je vends le bien sans vous l'avoir proposé. Donc la dame à côté, qui s'est engagée envers moi à me, à me proposer son bien en premier, elle l'a vendu alors qu'elle ne me l'a même pas proposé. Que se passe-t-il donc quand il y a une vente en violation du pacte de préférence? C'est-à-dire que sans me l'avoir proposé. Eh ben moi, dans certaines conditions que je vais vous donner, je vais pouvoir faire annuler la vente et éventuellement récupérer le bien qui a été vendu, bien sûr en payant le prix. Alors, quelles sont les conditions? Il faut que je prouve, et là c'est plus compliqué par contre, effectivement, il faut que je prouve que celui qui a acheté savait qu'il y avait un pacte de préférence et savait que je voulais acheter le bien. Alors, très concrètement, c'est très compliqué à pouvoir prouver. Alors, je vais vous donner un exemple dans lequel la preuve est tout à fait possible. C'est par exemple dans des copropriétés, donc des appartements tous ensemble, et il y a un syndic qui gère l'ensemble des appartements et des parties communes. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le principe de la copropriété. La copropriété se réunit régulièrement et des rapports, qu'on appelle des procès-verbaux, des réunions sont faits. Et ben, si moi j'ai un pacte de préférence avec un voisin, ben, je le fais noter dans le procès-verbal d'Assemblée générale de la copropriété. Parce que tout acheteur va consulter avant les procès-verbaux. Comme ça, l'acheteur, si il consulte le procès-verbal de la copropriété, qu'il voit qu'il y a un pacte de préférence et qu'il achète quand même le bien, là, je réussirai à prouver qu'il l'a acheté en violation alors qu'il savait qu'il y avait un pacte de préférence. Alors, pour le pacte de préférence, c'est bien connaître ce que c'est, d'accord? Bien savoir ce que c'est, parce qu'on pourrait vous dire, voilà, on aimerait bien acheter quelque chose, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de nous placer en premier sur ce bien qui n'est pas encore à vendre, d'accord? Donc dans ces cas-là, il va falloir dire, voilà, on peut toujours proposer un pacte de préférence à la personne, au propriétaire, comme ça, si un jour il doit vendre,
il nous proposera le bien en premier. Voilà pour toute la période pré-contractuelle. D'accord? Tout ça, c'est avant le contrat n'est pas né encore. Donc, dès qu'il y a des litiges dans ces cas-là, on l'a vu avec la rupture abusive des négociations, la rétractation fautive d'une promesse ou d'une offre, tout ça va entraîner la responsabilité délictuelle et non pas contractuelle, parce que le contrat n'est pas formé. Et je vous l'ai dit quand on a étudié la responsabilité contractuelle, vous ne pouvez parler, vous ne pouvez parler de responsabilité contractuelle que s'il existe un contrat. Or, tout ce que l'on vient de dire, le contrat n'a pas encore été formé. D'accord. Alors, est-ce que la copropriété peut être une régie? Oui, je pense. Et si oui, comment cela se passe s'il n'y a pas de régie? S'il n'y a pas de régie, c'est un peu compliqué, hein. C'est un peu compliqué de faire savoir, effectivement, que j'ai signé un pacte de préférence avec un propriétaire. Et c'est tout là la problématique de la loi et de cet article relatif au pacte de préférence, c'est que c'est compliqué de pouvoir le prouver. Alors, maintenant, passons sur la problématique du contrat. On imagine qu'un contrat a été conclu entre deux personnes et il va falloir vérifier si le contrat est valable. Et là, il faut connaître par cœur, je vous le dis, il faut connaître par cœur les conditions de validité du contrat. Je vais vous les donner. C'est la règle des 3C. Ce sont trois conditions cumulatives. Le contrat doit avoir ces trois conditions réunies. Il faut que elles soient réunies toutes les trois. Dès qu'il y en a une qui fait défaut, à partir de là, cela va entraîner la nullité du contrat. Et quand un contrat est nul, qu'est-ce qui se passe? Donc, si il y a un défaut d'une des conditions de validité, cela entraîne automatiquement la nullité du contrat. Bien sûr, si vous la demandez. Okay. Si vous ne la demandez pas, il n'y aura pas de nullité. La nullité du contrat entraîne son anéantissement. On fait comme si le contrat n'avait jamais existé. Il ne peut pas produire d'effet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bien, si c'est un contrat de vente par exemple, le bien est restitué au vendeur et la somme versée par l'acheteur lui est restituée. Et tout le monde repart. Voilà. Alors, effectivement, si le contrat a commencé à être exécuté, je pense par exemple à un abonnement. Vous avez un abonnement téléphonique, d'accord, et vous obtenez la nullité du contrat. Mais vous avez déjà téléphoné, vous avez déjà peut-être payé même des échéances des factures de cet abonnement, d'accord. Donc le juge va estimer ce que vous avez pu retirer comme avantage, va estimer ce qu'il a pu retirer comme avantage et va rééquilibrer les choses. Je pense notamment, par exemple, vous achetez une voiture, d'accord, et puis il s'avère qu'il y a un défaut de validité du contrat. Je ne précise pas quoi, parce que je vais donner tous les détails après. Il y a un défaut de validité du contrat, sauf que vous avez déjà roulé 1000 km avec cette voiture. Vous allez la rendre à son propriétaire va vous rendre votre argent, le prix que vous avez payé, sauf que vous avez eu un avantage. Donc le juge va déduire l'équivalent de 1000 km roulés, par exemple. Alors, voyons maintenant ces trois conditions de validité que moi je résume dans la règle des 3C. Donc il faut un consentement non vicié, ça veut dire un consentement libre et éclairé. Je vais revenir en détail sur cette partie-là après. C'est la partie la plus compliquée ou la plus intéressante. Ensuite, donc un consentement libre et éclairé. Il faut la capacité des parties à conclure le contrat. La capacité. Et le dernier c'est, il faut un contenu licite et certain. Un contenu licite et certain. D'accord. Règle des 3C, consentement, capacité, contenu.
Je reviens maintenant sur la capacité. Pas sur la capacité, le consentement, pardon. Je reviens maintenant sur le consentement. Le consentement, c'est quoi? C'est l'accord de volonté de la personne. Comment j'ai obtenu, allez, sa signature? D'accord? Pourquoi? Comment j'ai réussi à ce qu'il soit d'accord pour conclure le contrat? Donc, cet accord de volonté, ce consentement, cette volonté des parties, normalement, quand vous faites un acte, je ne sais pas moi, quand vous signez un contrat de vente ou quand vous concluez un contrat de vente, vous êtes d'accord pour vendre votre voiture et l'autre est OK pour acheter votre voiture, votre appartement, tout ce que vous voulez. Quels sont les vices qui pourraient venir altérer ce consentement? Quels sont les vices qui pourraient venir altérer cette volonté de conclure le contrat? Il existe trois vices. Encore une fois, il faut les connaître. Absolument. Il existe trois vices du consentement. On va les expliquer un par un. Il existe l'erreur, le dol et la violence. Je répète, le consentement peut être vicié par l'erreur ou le dol ou la violence. Revenons maintenant sur ces trois points. Revenons d'abord sur l'erreur. Ça va être assez simple. Je me suis trompé sur l'objet du contrat. Je me suis trompé sur le contenu contractuel. D'accord? Alors, comment je peux m'être trompé? Pas parce qu'à un moment donné, j'ai cru acheter quelque chose alors que j'ai acheté autre chose. Imaginons que j'achète un tableau. J'achète un tableau pour décorer mon cabinet. Et puis, je vois un tableau chez quelqu'un qui est tout à fait honnête. D'accord? Et le tableau est signé d'un grand maître. Par conséquent, je l'achète, allez, je dis n'importe quoi, je l'achète 10 000 euros. Super tableau à 10 000 euros. Moi, qu'est-ce que je crois acheter à ce moment-là? Je crois acheter un tableau authentique, d'accord, qui est d'un grand maître, qui est d'un grand maître. Donc, c'est un chef-d'œuvre. Quelques mois plus tard, un ami passe chez moi et me dit, mais non, c'est un faux. C'est sûr, c'est un faux. On est d'accord que j'ai fait une erreur. Je me suis trompé sur ce que j'ai acheté. Pensant acheter un vrai, tous les éléments ont été réunis pour que ce soit un vrai. Le vendeur, qui était de bonne foi, lui aussi, qui l'avait acheté lui-même à quelqu'un d'autre, qui l'avait acheté à quelqu'un d'autre, etc. La bonne foi du vendeur ne peut pas être remise en question. Eh bien, ici, je vais pouvoir faire annuler mon contrat de vente. D'accord, je vais faire parce que je me suis trompé, parce que j'ai commis une erreur. J'ai cru acheter un vrai, or c'était un faux. Voilà, par exemple, une erreur. Maintenant, passons au dol, qui me paraît peut-être plus important à connaître, parce il serait très facile de vous mettre dans une situation où vous devriez caractériser le dol. Alors, le dol, c'est quoi? Ça s'écrit D-O-L. Hein, d'accord. Le dol, c'est un mensonge. D'accord. C'est un mensonge ou une manœuvre qui est destinée à obtenir le consentement de l'autre. Alors, c'est assez classique, hein, d'accord? Par exemple, je trafique le compteur de ma voiture. Au lieu d'afficher 300 000 km, je lui dis, je fais afficher le compteur parce que je l'ai trafiqué. Donc, vous voyez, j'ai manœuvré. Hein. J'ai fait afficher 80 000 km. Et je la vends avec un compteur à 80 000 km, en affirmant, voilà, elle a 80 000 km, donc vous pouvez me l'acheter autant, etc., etc. Si effectivement le dol est révélé par la suite, eh ben, je vais pouvoir faire annuler le contrat de vente. Alors, le dol, je répète, c'est soit un mensonge, soit des manœuvres qui permettent on va dire, de pouvoir obtenir de façon pas très régulière, d'accord, de façon pas très loyale, le consentement de l'autre, ou encore, ça peut être un silence sur une chose importante. Ça peut être ce qu'on appelle une réticence dolosive, c'est-à-dire un silence. Je tais une information qui est importante au regard du contrat. Alors, je vais toujours revenir sur la problématique de la voiture. Une voiture qui a été fortement accidentée, que je vends, d'accord, qui a été réparée, mais que je vends. Il est quand même important d'indiquer à l'acheteur que le véhicule a été accidenté. C'est quand même une chose relativement importante.
D'accord? Parce que, obligatoirement, l'acheteur, il va peut-être pas forcément l'acheter. Si vous avez deux véhicules, un véhicule accidenté et un véhicule non accidenté, même si le véhicule accidenté a été réparé, pas sûr que vous ayez envie de l'acheter. Donc c'est une information importante. Et si le vendeur omet cette information importante, je vais pouvoir omet volontairement. Hein, il faut vraiment qu'il y ait ce côté intentionnel. D'accord. Je vais pouvoir faire annuler le contrat. D'accord. Donc voilà pour le dol. Ensuite, passons maintenant à la violence. Alors la violence, il faut l'entendre en deux sens. D'abord la contrainte, qui peut être physique, qui peut être aussi morale, d'accord, mais aussi le fait de pouvoir profiter d'un état de dépendance d'une personne. Donc si, je ne sais pas moi, je m'occupe d'une vieille dame, d'accord, et puis finalement, ben, cette vieille dame, elle est complètement dépendante du fait que j'aille lui faire ses courses, que je m'occupe d'aller réparer sa télé. Enfin, voilà, vous imaginez la situation. Et puis, cette vieille dame, elle est quand même très riche. Hein. Et ben, je vais lui faire signer la vente de sa maison, à mon profit, bien sûr, à un prix dérisoire, par exemple. Donc, je vais profiter de son état de dépendance pour avoir un avantage excessif au regard d'un contrat. Ou encore, menacer une personne de licenciement si elle ne signe pas un contrat, par exemple. C'est une violence là physique, c'est pas une contrainte. C'est une violence morale, c'est pas une contrainte physique, d'accord. Mais ça rentre dans le cadre des violences. A priori, vous serez assez peu confronté à cette problématique-là, d'accord. En tout cas, dans des cas pratiques pour y avoir à l'examen. Voilà, nous avons vu les vices du consentement qui vont venir. La violence économique aussi, oui, c'est un état de dépendance qui est ici économique et qui existe, qui a été consacré. Je m'excuse, j'ai mon téléphone qui sonne. Je vais juste l'éteindre. Voilà, me voilà, excusez-moi. Oui, oui, la violence économique, ça a été consacré par le législateur en 2016. C'est une consécration jurisprudentielle de l'arrêt Larousse-Bordas. Dans cette affaire, l'éditeur avait racheté les droits d'auteur d'une des salariées en lui disant qu'il y avait un plan social et que ben, si effectivement elle ne vendait pas ses droits d'auteur à l'éditeur, ben, malheureusement la société d'édition allait fermer et que le plan social elle risquait elle de perdre son emploi. Donc il y avait une, cela peut être déclaré par une tierce personne. Alors, vous allez préciser. Je finis sur mon problème de violence économique. Donc voilà, là était caractérisé. On a profité de l'état de dépendance économique, elle tenait absolument à son travail, de l'état de dépendance économique pour faire signer le contrat. Et le contrat a été annulé, c'est la Rouse-Bordas. Alors, cela peut-il être déclaré par une tierce personne? Est-ce que vous pouvez préciser exactement ce que vous voulez dire? Cela peut-il être déclaré par une tierce personne? Dans le cas d'une personne dépendante. Alors, les nullités sont de deux ordres. Je pense que je vais peut-être répondre à votre question. Qui peut demander la nullité d'un contrat? Qui peut demander la nullité d'un contrat? Il y a deux façons de voir les choses. Il y a ce qu'on appelle la nullité relative et la nullité absolue. La nullité relative, c'est seule la personne partie au contrat peut demander la nullité du contrat. Donc, seul le contractant, lésé évidemment, peut demander peut demander la nullité du contrat. Ça, c'est la nullité relative. La nullité absolue, tout le monde peut demander, tout le monde peut demander la nullité du contrat.
Ça, c'est déjà une première séparation. Et vous allez me dire maintenant, dans quel cas le contrat est frappé de nullité absolue ou dans quel cas est-il frappé de nullité relative? C'est simple. Quand c'est l'intérêt personnel d'une personne qui est protégée, que l'on entend protéger, c'est de la nullité relative. Par exemple, une personne qui serait dépendante, mais qui aurait toute sa tête, attention, on n'est pas dans le même, on n'est pas dans le même cadre dans ces cas-là. Une personne qui serait dépendante, c'est ses intérêts personnels que l'on veut protéger en annulant un contrat. C'est ses biens à elle. Ce n'est pas l'intérêt de la société. Ici, ça sera de la nullité relative. Par conséquent, seule elle-même, seule cette personne, je répète, qui a toutes ses facultés mentales, hein, seule cette personne pourra demander la nullité. Alors, évidemment, alors peut-être son entourage qui la poussera à ça, hein, d'accord, mais seule elle pourra agir en justice pour obtenir la nullité d'un contrat. Vous vous êtes fait berner par quelqu'un, d'accord, qui vous a fait acheter une voiture qui était pourrie en vous vantant, il a menti, d'accord. Le dol est caractérisé sans problème. Bah, ce n'est pas votre voisin qui pourra aller demander la nullité du contrat, ce n'est pas votre parent, c'est pas... Non, il n'y a que vous, il n'y a que la partie au contrat qui pourra demander la nullité. Parce que là, c'est votre intérêt personnel qui est protégé. Par exemple, si un contrat était conclu euh, sur un objet illégal, là, tout le monde pourrait demander la nullité du contrat, donc on parlerait de nullité absolue, parce qu'on protège la société. On n'a pas, je reviendrai là-dessus quand je ferai la partie du contenu contractuel, licite et certain, donc légal. On verra, je vous montrerai comment, par exemple, on peut obtenir la nullité d'une vente. Alors, continuons et passons à la capacité, hein, puisque là, on a vu toute la problématique du consentement. Maintenant, deuxième point, deuxième condition de validité du contrat de Rien William. Deuxième condition de la validité du contrat, c'est la capacité. Donc la capacité, c'est il faut être capable juridiquement. D'accord. Alors, il existe deux types d'incapables qui n'ont pas le droit de souscrire à un contrat. Ce sont les mineurs non émancipés. Donc, un enfant n'a pas le droit de conclure un contrat, sauf acte de la vie courante. Je reviendrai après dessus. Et ensuite, ce sont les majeurs que l'on dit majeurs protégés. Quelqu'un qui souffre d'une déficience mentale, d'accord, c'est un majeur protégé qui sera sous tutelle, ou bien sous curatelle, ou bien sous sauvegarde de justice. Dans ces cas-là, alors sans rentrer dans les détails, il y a quelques petites nuances entre les trois États, mais sans rentrer dans les détails, le majeur protégé n'a pas la capacité de signer un contrat. Par conséquent, le contrat encourrait la nullité. Si malheureusement une dame qui est sous tutelle parce qu'elle a des problèmes psychiatriques venait à... il y avait eu un cas comme ça d'une dame qui avait acheté un collier avec un diamant pour son chien. Bon, c'était une dame qui avait beaucoup d'argent, d'accord, mais qui malheureusement avait un problème d'Alzheimer, d'accord, et elle avait été placée sous tutelle, d'accord. C'est donc son fils qui avait été déclaré tuteur, le tuteur, et dans ce cas-là, elle ne peut pas faire d'acte de contrat. Il faut obligatoirement que le tuteur soit présent et qu'il signe le contrat quand c'est un contrat ou qu'il fasse l'achat dans le cas d'un contrat de vente. Et puis un jour, malgré tout, elle pouvait vivre tout seul, elle avait une aide à domicile, etc. Un jour, le tuteur part en vacances et quand il revient, le toutou de la madame, il avait un très beau collier plein de diamants, qui avait coûté plus de 50 000 euros. Donc, il a fait annuler la vente, parce que l'achat avait été conclu avec une personne qui était incapable juridiquement. Concernant les mineurs, les enfants, hormis les actes de la vie courante, parce qu'un enfant de 16 ans, un jeune de 16 ans peut tout à fait aller acheter un ticket de métro. Dans ce cas-là, il a conclu un contrat de vente avec la SNCF ou avec la RATP. Ça, ce sont des actes de la vie courante. Mais par contre, un mineur de 17 ans qui vient d'avoir son permis accompagné, de conduite accompagnée, il est content, il a fait quelques économies, papy lui file un peu de thunes, etc. Et puis il va acheter une voiture. Ben non, pas possible. L'achat d'une voiture, ce n'est pas un acte de la vie courante.
Par conséquent, un mineur ne peut pas acheter une voiture. Le contrat encourt la nullité. Voilà pour les problèmes de capacité. Simple à retenir, deux catégories, les mineurs non émancipés et les majeurs protégés, sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice. Concernant maintenant la troisième condition de validité, je vais aller assez rapidement dessus parce que, encore une fois, euh, difficile de trouver des cas où le contenu ne soit pas licite, d'accord? Quoique. Donc il faut que le contenu soit licite, il faut que l'objet du contrat, d'accord, la raison d'être du contrat soit légale. On ne peut pas donc conclure un contrat sur quelque chose, portant sur quelque chose qui est illégal. Par exemple, la vente de parties du corps humain, y compris post-mortem. On n'a pas le droit de vendre des cadavres. J'ai pas le droit de négocier mon bras contre un billet de 50 000 euros. C'est interdit. C'est illégal. Donc un contrat qui porterait sur la vente d'un membre, d'un rein, d'un œil, peu importe, serait un contrat illégal, donc qui encourrait la nullité. Alors, pour la petite histoire, par contre, vous avez le droit de vendre vos cheveux. Bizarre, mais c'est comme ça. Alors, vos cheveux et vos ongles, vous pouvez les vendre, il n'y a pas de problème. Le contrat sera légal. Par exemple, on pourrait très bien imaginer une diététicienne qui veut acheter du matériel, une balance, d'accord? C'est une balance super moderne qui affiche le poids, la taille, un certain nombre de paramètres importants qui est connecté avec son ordinateur, etc. Un truc super moderne, sauf que le produit n'est pas commercialisé en France. Il n'a pas reçu l'agrément pour être commercialisé en France. Un représentant vient démarcher notre diététicienne, il a un peu de mauvaise foi quand même, hein, ce monsieur, et il lui vend le produit. D'accord. La diététicienne s'en aperçoit quelques temps plus tard. Que peut-elle faire? Eh ben, elle va pouvoir annuler le contrat. D'accord. Enfin, dans tous les cas, elle va rechercher la nullité du contrat. Et ici, moi, je vois par exemple, elle peut aller chercher sous deux angles. Premier angle, le dol. Le vendeur aurait dû lui dire que le produit n'était pas commercialisé en France. Deuxièmement, l'objet illicite, le contenu illicite. Donc, vous voyez, de deux façons, on aurait pu avoir deux solutions dans ce type de cas pratique. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cette grande première partie concernant le droit des contrats? A priori, il n'y a pas de questions. Non. Très bien. Alors, je vais vous demander, il nous reste 2 minutes. Hop. Je vais vous demander, je vais vous montrer un onglet écran, tableau de bord. Dans votre NetCampus que vous devriez voir à l'écran dans quelques secondes. Alors, il est partagé. Voilà. Dans votre NetCampus, dans le chapitre. Ça, c'est nos chapitres que je poste à chaque fois qu'on a des cours. Dans le chapitre qui se nomme. Alors, vous êtes Paris ou province? Vous êtes Paris, vous? Vous êtes Paris-Lyon, hein, je crois. Donc, dans votre chapitre Organisation Paris-Lyon, d'accord, qui est là, d'accord, il y a un test à faire. Donc, vous ouvrez votre chapitre, vous allez voir notre vidéo que l'on a tournée un peu plus tard qu'hier. À la fin de ce chapitre, il y a une partie qui a indiqué « Je me teste ». Voilà, avec un lien. Alors, vous allez le voir très bientôt sur votre écran. Voilà. Vous allez vous cliquer sur ce lien et ça va vous demander de faire un test, un petit quiz. D'accord. Vous allez indiquer votre prénom et la première lettre de votre nom, ou bien votre nom et prénom, tout simplement. Hein. D'accord. Je vais le faire avec vous là. Donc, je clique ici sur « Je me teste » en dessous de la vidéo. Je clique ici. Ça va vous ouvrir une page que vous allez voir. Hop.
Ça va arriver, ça va arriver. Vous devez rentrer votre nom. C'est en train de charger. Voilà. Dans l'endroit nickname, hein, ça vous fait travailler en plus l'anglais. Dans l'endroit nickname, vous rentrez votre nom et puis vous y allez. Hop, j'envoie ça. Et let's go. Bon, je ne vais pas le faire, sinon vous allez voir les questions. Hein. Ce ne serait pas du jeu. Donc il y a 10 questions auxquelles il faut répondre, ce soit des oui, non, ou soit des questions à choix multiples. Je vous demande de réaliser ce test. Vous avez encore 2 jours et 16 heures pour le faire. Donc ce qui veut dire avant dimanche midi, tout simplement. D'accord. Donc faites passer le message pour ceux qui ont quitté le cours avant la fin, là, de réaliser ce petit test. Voilà. Pas de questions? Bon, bah écoutez, s'il n'y a pas de questions, on se quitte là et puis on se dit à la prochaine fois. C'est dans quel onglet? C'est dans le cours euh, Organisation judiciaire Paris-Lyon. C'est juste en dessous. Je viens de vous faire la démonstration. D'accord? Voilà. Allez, je vous dis salut. Donc, dans tous les cas, si jamais vous n'avez pas trouvé, le TD n'est pas à faire pour demain. Non, il n'est pas à faire pour demain. On doit finir le cours. Il sera à faire pour la semaine prochaine. Ça marche pour tout le monde? Allez, ciao, à bientôt.